Plusieurs redécouvertes majeures ont marqué cette année, notamment autour d'œuvres de Camille Claudel ou plus récemment un marbre d'Auguste Rodin, tandis qu'Alberto Giacometti ou encore les époules Lalanne occupent régulièrement les gros titres des ventes aux enchères. L'ensemble du marché de la sculpture semble parfois évoluer à contre-courant des tendances générales du marché de l'art. On analyse cela tout de suite avec Alexandre Lacroix, qui est expert en sculpture au cabinet Lacroix Jeannès. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, au sein du monde des enchères, de toutes ces ventes, quelle est la place de la sculpture? Quelle place la sculpture occupe-t-elle au sein de ces ventes, je dirais presque internationalement? Étonnamment, le marché de la sculpture a été un peu le parent pauvre de la vente aux enchères pendant très longtemps, jusqu'à il y a une vingtaine d'années à peu près. Les experts qui s'occupaient de la sculpture étaient les experts qui s'occupaient pour la sculpture en scène du mobilier et des objets d'art et pour la sculpture moderne des tableaux modernes. Il n'y avait pas vraiment d'experts spécialisés. Ouais. Et même au sein des historiens de la recherche, encore une fois, c'était aussi un parent pauvre. Et il y a depuis 20 ans eu beaucoup d'avancées là-dessus. Il y a eu des grandes expositions au Louvre pour la sculpture ancienne, au musée Rodin, au Victoria and Albert Museum à Londres. Et autour de ces grandes expositions, il y a eu des colloques et des parutions, des publications, et on a beaucoup avancé. Et aujourd'hui, si on regarde les catalogues de vente d'il y a une vingtaine d'années, on vend une sculpture de Rodin, un bronze de Rodin, fondu par Alexis Rudier. Point. Aujourd'hui, on a été très pédagogique. On essaie de vraiment expliquer au marché ce qu'on achète, et le marché ne fait que monter tranquillement, et aujourd'hui, on a de plus en plus de collectionneurs. Ah oui, donc c'est vraiment cet effort de pédagogie qui a permis au marché de rencontrer ces collectionneurs. Exactement, parce que la sculpture, c'est un art qui est complexe, qui est très technique. Quand on parle de sculpture, on parle de sculpture sur bois, sur marbre, sur pierre, sur plâtre, les bronzes, les multiples, le nombre de tirages, la solution des fonds de posthume. Tout ça, il faut l'expliquer au client pour le rassurer. Oui, justement, on va revenir après sur ces aspects-là. Mais quand vous parlez aux collectionneurs, quel est l'intérêt qu'ils portent particulièrement sur la sculpture? Est-ce qu'ils sont particulièrement intéressés par des bronzes, par une technique, par une période? Ça dépend vraiment des collectionneurs. Il y a des collectionneurs qui s'intéressent par exemple à la période moderne. Ils veulent des bronzes de Rodin, une fonte qui soit particulièrement précise, qui soit du vivant de l'artiste, avec un beau cachet de fondeur, un nombre d'exemplaires limité. Après, on a des collectionneurs qui sont plus attachés à la terre cuite, qui veulent des esquisses originales, des premières pensées, des premiers jets, un peu comme le dessin. On peut avoir aussi des gens qui collectionnent que le plâtre ou que la sculpture sur bois. C'est très varié. Et donc quand on parle du marché de la sculpture, ça représente quoi, une dizaine de pourcents du marché des enchères? C'est ça, à peu environ près 10% du marché des enchères, ce qui est important et ce qui a beaucoup augmenté depuis encore une fois 20 ans. Oui, et qu'est-ce qui tire ce marché en termes de vente? Vraiment la sculpture moderne, avec les locomotives que sont, comme vous l'avez dit, Rodin, Camille Claudel, Brancusi. Vraiment, il y a 3, 4, 5 grands sculpteurs qui tirent tout vers le haut. Et puis après, il y a tous les élèves autour, tous les suiveurs qui sont à découvrir et pour lesquels on peut aujourd'hui acquérir une sculpture pour quelques milliers d'euros, qui sont des sculptures vraiment importantes et qui sont encore à découvrir, à chercher. Oui, ce qui est intéressant, du coup, c'est vrai que dans tous les rapports, on voit que le marché de la sculpture évolue progressivement de manière assez stable. Et c'est vrai que moi j'ai titré ça au défi de la tendance générale, parce que en ce moment on parle quand même d'un marché de l'art en difficulté. La culture ne semble pas suivre cette même dynamique. C'est un marché qui n'est pas du tout spéculatif. On s'adresse vraiment à des gens qui sont passionnés. Les prix montent tranquillement, mais toujours. Une sculpture qui a été achetée à 10 ans a été presque multipliée par 2 aujourd'hui. Ça monte doucement, mais ça monte. Et voilà, nous, au cabinet, on a fait notre meilleure année, nos 2 meilleures années, les 2 dernières années. Vraiment, il y a des belles redécouvertes. Et puis, les musées sont actifs. Les musées veulent acheter de la sculpture. Les collectionneurs en veulent aussi. C'est un marché qui est vraiment en devenir. Et donc là, vous avez parlé de sculpture moderne plutôt. Qu'en est-il des autres périodes, si on remonte vraiment ce qu'on retrouve le plus loin dans la période chronologique, c'est plutôt Moyen-Âge en sculpture? Oui, bien sûr. Il y a la sculpture au Moyen-Âge, religieuse, la sculpture sur bois, mais la sculpture du XVIe, italienne, la sculpture du XVIIe, française, du XVIIIe, français, sont des marchés qui sont très porteurs aussi. Alors, il y a beaucoup moins de choses, parce que par définition, la sculpture en marbre, ou en terre cuite, ou en plâtre, ça peut s'abîmer, ça peut se détruire, il y a moins de choses. Et puis c'est un art de commande, c'est un art monumental, donc qui a été commandé par l'État. Il y en a moins, il n'y a pas beaucoup de choses. Il doit y avoir à peu près un sculpteur pour 20 peintres, donc il y a quand même beaucoup moins de marchandises. Mais la sculpture du XVIIe français fait des prix très importants aujourd'hui. La sculpture du XVIIIe, autour de Clodion, Pajou, qui sont des artistes charmants, qui sont agréables, en terre cuite, qui sont un peu comme des dessins, encore une fois, dans lesquels il y a les empreintes digitales de l'artiste. C'est vraiment le premier jet. Il y a quelque chose de très sensible là-dedans. Ça marche très bien aussi.
Et pourquoi au début, enfin, je veux dire, quand il y a 20 ans, pourquoi est-ce que ça avait moins le vent en poupe? Est-ce que c'était juste tout simplement un aspect aussi pratique? C'est vrai que une sculpture, ça prend de la place, c'est peut-être difficile en Il y a transport. ça, et puis encore une fois, étonnamment, les chercheurs, les historiens s'y étaient pas beaucoup intéressés. C'était un parent pauvre, pourtant c'est un des beaux-arts avec le dessin Bien et la sûr. peinture. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de publications. La plupart des documents avant étaient en allemand, il y avait très peu de choses. Aujourd'hui, vraiment, il y a des très belles monographies, il y a des comités qui se sont créés. Vraiment, on a fait des grandes avancées. Et encore une fois, le marché aussi a assaini tout ça. Et maintenant, quand on achète une sculpture, on sait exactement ce qu'on achète. Si on achète chez un marchand spécialisé ou en vente publique, maintenant, il y a des experts qui savent très bien de quoi ils parlent. Avant, encore une fois, c'était très vague. Aujourd'hui, on est très pédagogique. Si on achète un bronze de Camille Claudel ou de Rodin, en vente publique, on sait exactement combien ce qu'on achète, combien il y a eu d'exemplaires, quelle est l'époque du tirage, quel est le fondeur, quelle est l'histoire de la sculpture, quelle est sa provenance. Tout ça est très important et ça rassure le marché. Avant, c'était pas très bien fait, c'était un petit peu vague et voilà, un peu flottant comme ça, et ça, c'est pas bon pour le marché. Parce que j'imagine ce qui donne la valeur financière d'une œuvre d'art, c'est un tirage qui est le plus proche du premier et aussi la patte du fondeur. Bien sûr, il y a des fondeurs qui sont plus ou moins bons, et puis il y a des fonds qui sont tardifs, qui ont été faits par les ayants droit, après, à la mort de l'artiste. Ah, d'accord. Ce que les collectionneurs recherchent, c'est les fonds qui sont faits du vivant de l'artiste, parce que l'artiste est là, pas pendant la fonte forcément, mais il peut faire retoucher des Mm. patines, il peut rejeter des fonds qui lui plaisent pas, donc il y a une rigueur, et puis il y a vraiment son œil. Après, c'est des bronzes qui sont considérés quand même comme authentiques, puisque ça a été fait par les ayants droit, tiré après, c'est un peu moins important. Il n'y a pas une limite de... Bien sûr, il y a une loi de 1963, mais pour tous les bronzes qui ont été fondus après 1963, on ne peut tirer que 8 exemplaires D'accord. originaux, plus 4 épreuves d'artistes. Donc il y a 12 exemplaires pour chaque œuvre en bronze, à partir de 1963. Avant, on faisait bien ce qu'on voulait. C'est pour ça que c'est important de faire appel à un expert, parce que nous, on sait, cet exemplaire-là, il a été tiré à très peu d'exemplaires. Ce modèle-là, il est un peu plus courant. Il peut y en avoir des centaines, même pour certains artistes de la fin du 19e. Donc c'est important de se rapprocher d'un expert pour savoir exactement ce qu'on achète. Et justement, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite commencer sa collection, peut-être vers quel artiste se tourner si on n'a pas des moyens, enfin si on a un portefeuille assez modeste Mais il faut regarder les locomotives et regarder tous les élèves autour. Souvent, il y a des artistes qui sont formidables, qui ont été un peu écrasés de leur vivant par la magie et la présence de Rodin, par Ouais, exemple. Rodin, Si on parle de la sculpture animalière, par exemple, au début du XXe siècle, il y a un artiste qui s'appelle François Pompon, qui a eu un énorme succès. Il était à la fin de sa vie, mais il a eu un énorme succès. Et il y a tout un tas d'artistes qui sont rassemblés autour de lui, qu'on appelait le groupe du Jardin des Plantes, et qui sont venus sculpter des animaux aussi. Et ça vaut beaucoup moins cher, mais ça monte, ça monte, ça monte. Il y a des artistes qui valaient quelques centaines d'euros il y a 10 ans, qui aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça, c'est encore accessible. Oui, parce que effectivement, la sculpture animalière, là, c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance. C'est un art qui est très accessible. On n'a pas besoin d'être historien d'art pour comprendre la sculpture animalière. C'est très décoratif. Et encore une fois, il y a un âge d'or de la sculpture animalière au tout début du 19e et après entre les deux guerres, où il y a des artistes absolument formidables qui ont révolutionné la manière de voir les animaux en synthétisant les formes. Et il y a des bronzes qui sont formidables, des terres cuites, des plâtres. Et là, on peut commencer une collection avec quelques milliers d'euros et qui est une collection qui est très intelligente parce que dans 10-20 ans, ça vaudra beaucoup d'argent. En termes de matériaux, donc vous avez parlé de bronze, est-ce qu'il y a des matériaux qui sont plus nobles que d'autres? Pour moi, amateur de sculpture, vraiment, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est la terre cuite, parce qu'il n'y a pas, il y a rien, il n'y a pas d'instrument entre la main de l'artiste Mm. et la matière. Il prend de la terre glaise et il y va avec ses mains, il construit quelque chose. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment le premier jet, on est dans la tête de l'artiste, c'est le work in progress, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Après, le plâtre, c'est un matériau qui prend très bien la lumière, qui est mal compris aujourd'hui encore par les collectionneurs, mais Rodin, par exemple, a exposé en 1900, dans sa grande exposition monographique de son vivant, que des plâtres. Il adorait le plâtre. C'est quelque chose qui prend très bien la lumière, qui vieillit très bien. La sculpture sur bois, c'est encore autre chose. Le marbre, on pourrait presque considérer, pour être un peu schématique, que la terre cuite, c'est comme le dessin, c'est le premier jet. Le bronze, c'est comme la gravure, il y a une idée de multiples. Oui. Le marbre, ça serait comme la peinture, parce que c'est l'œuvre aboutie. Souvent, ils font appel à des élèves pour dégrossir le marbre, il y a quelque chose comme ça de vraiment fini. Donc on peut considérer les trois différents matériaux comme ça. Et ça se répercute en termes de marché aussi? Un petit peu. Alors les gens adorent le bronze parce que c'est un matériau noble, c'est un art du feu, et puis c'est solide, c'est pérenne. Mais pour la sculpture ancienne, c'est vraiment la terre cuite qui fait les plus beaux prix. Et donc pour
pour les années à venir, on a parlé de la sculpture animalière. Est-ce qu'il y a d'autres segments de la sculpture qui pour vous, on le vend en ce moment? Ben après, il y a eu Auguste Rodin, et il y a eu une très belle exposition au musée d'Orsay il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Oublier Rodin, parce qu'autour de Rodin, il y avait pas mal d'artistes qui ont été écrasés par le génie de Rodin, et qui ont fait de la sculpture, qui sont allés vers l'abstraction, Lerchipenko, Zadkine, Lipchitz. Et puis après, il y a eu un groupe de sculpteurs français qui s'appelle le groupe des Neufs, dans les années 60, et qui est revenu à ce que faisait Rodin et à la figure humaine. Et là, il y a une petite dizaine de sculpteurs, Carton, qui suivaient Despiaux et Rodin, Carton, d'Amboise, j'ai plus tous les noms en tête, mais qui reviennent à la figure humaine. Et en ce moment, on a vendu plusieurs fois des ateliers entiers de ces sculpteurs-là. Et là, il y a un vrai coup à faire, parce que c'est de la sculpture qui est très bien faite, qui est un peu académique, mais qui est très belle, qui revient vers l'antique. Et je pense que ce sont des sculptures qui vaudront cher dans les 10 années à venir. Et qu'est-ce que vous pensez des artistes peintres qui font de la sculpture? Est-ce que c'est un gage de valeur, ou au contraire, c'est peut-être des œuvres qui sont un petit peu en marge et qui ont moins de valeur? C'est évidemment un petit peu en marge, mais quand Picasso fait de la sculpture, c'est génial. Quand Matisse fait de la sculpture, c'est génial. Quand Degas fait de la sculpture, c'est génial. Mais avec le hiatus que, par exemple, Degas, il faisait des petites sculptures en cire, comme ça, pour préparer ses tableaux. Il n'a jamais pensé que ces sculptures ce seraient des bronzes un jour. Donc, il les a pas pensées comme des bronzes. Donc, après, ce sont les ayants droit qui ont tiré des bronzes par rapport à ces cires. Mais c'est un peu galvaudé la première idée, parce que c'était des petites esquisses pour son atelier, et on en fait des bronzes. C'était pas l'idée de l'artiste. Donc, il y a quelque chose d'un peu à la marge, mais c'est quand même très important parce que ce sont des artistes majeurs. Donc un investissement à prendre un peu avec des pincettes. Ouais, un petit peu. Merci beaucoup Alexandre Lacroix. Je rappelle que vous êtes expert en sculpture au cabinet Lacroix Jeanneste, et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché, édition Week-end.